François, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire InfoRisque avec un nouvel épisode des midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Petit détail pratique tout de suite. En bas à droite de votre écran, vous avez une petite partie de chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. On a Gavin, notre modérateur, qui pourra vous donner quelques infos en live si besoin, en fonction de vos questions. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous avez un petit bouton avec un point d'interrogation. Alors là, vous pourrez y taper finalement vos questions qui concernent l'ensemble des personnes, de manière qui concernent l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui et qu'on pourra remonter, je dirais, à notre invité. Voilà. Alors, ceci dit, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet souvent négligé et pourtant tellement essentiel, l'examen d'adéquation d'un appareil de manutention. Donc, c'est un zoom sur cette obligation très souvent oubliée. Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Vaquin, et qui est consultant, expert privé, expert judiciaire, IPRP national et prévention des collisions et qui travaille depuis 30 ans dans le domaine de la manutention. Alors, Gilles Vaquin est le fondateur du cabinet GV Conseil Manutention qui est basé en Normandie. Alors, nous voici partis pour 45 minutes ensemble, avec donc 30 minutes d'intervention de notre invité, puis 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, en premier lieu, Gilles, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et tous. Et puis, écoutez, ravi que vous soyez tous là. Alors, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, Gilles. Oui. L'examen d'adéquation, c'est quoi et de quoi parle-t-on? Alors, c'est un formidable sujet que je voulais mettre en avant avec vous. C'est une obligation réglementaire effectivement trop souvent oubliée. C'est une obligation réglementaire qui est inscrite dans la loi et en particulier dans l'arrêté du 1er mars 2004, cet arrêté du 1er mars 2004, excusez-moi, recense tous les points nécessaires visant à être en conformité quand on utilise des matériels de manutention qui sont dans une catégorie qu'on appelle dans le code du travail appareil de levage. Alors ça, c'est déjà un petit point important. Sachez que tous les matériels de manutention sont des appareils de levage au regard du code du travail. Ça, c'est un point important. Et donc, l'arrêté du 1er mars 2004, il dit au paramètre 5.1 ou point 5.1 qu'on doit faire un examen d'adéquation. Donc ça, c'est une obligation légale et réglementaire. Et aujourd'hui, malheureusement, très peu d'entreprises ou d'utilisateurs font cet examen d'adéquation. Pour ça, il y a deux schémas qui existent. L'examen d'adéquation, il est tellement intéressant parce que vous allez voir plus tard, on va le développer. C'est vraiment quelque chose d'utile pour la sécurité. Et on y reviendra un petit peu plus loin. Pour ça, il y a deux schémas existants. Soit j'ai un matériel existant qui est disponible, que j'utilise tous les jours. J'ai une tâche ou des tâches ponctuelles ou régulières à réaliser. Et donc, cet examen d'adéquation va me permettre de m'assurer que j'ai bien cette adéquation entre les tâches et le matériel. Ça, c'est le premier point pour les gens qui sont possesseurs de matériel aujourd'hui et qui sont en retard sur cet examen d'adéquation qu'ils n'ont pas fait. Deuxième point, c'est j'ai besoin d'un matériel pour une tâche précise ou plusieurs tâches et qu'est-ce que j'ai besoin finalement, je ne sais pas. Donc, je vais faire mon examen d'adéquation en collaboration avec les autres services de l'entreprise, la logistique qui va me donner le poids des palettes, etc. Enfin, voilà. Et là, ça va me permettre de choisir le bon matériel qui sera adapté à ce que je vais faire. Okay. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est que l'obligation? Qu'est-ce que c'est que l'examen d'adéquation? C'est une véritable obligation réglementaire que moi, en tant qu'expert, j'adore et que je juge utile. Très utile même. Alors, on verra à la fin pour voir si tout le monde juge effectivement cet élément essentiel. Enfin, on a bien compris que de toute manière, c'est déjà une obligation. Mais alors, du coup, cette opération, on a une opération de levage à réaliser. Donc, du coup, cet examen, par qui, comment, quels moyens? Alors, quand on a une opération de levage à réaliser, déjà, la première question, c'est il faut effectivement, la première des choses, et c'est le fond de l'examen d'adéquation, c'est de s'assurer que le matériel va être adapté à ce qu'on va faire. Alors, on a énormément, par exemple, d'accidents sur les chariots élévateurs à portée variable, les fameux chariots élévateurs télescopiques, mais en manutention classique aussi, parce qu'on ne sait pas quel chariot choisir pour telle quelle tâche. Donc ça, c'est important.
Donc ça, c'est vraiment choisir, s'assurer que l'adéquation matérielle, tâche et environnement, vous allez le traiter en amont avec les problématiques qui vont être traitées en amont, mais non pas comme ça, de but en blanc, en disant « Ah bah, j'ai une poutre à soulever, tant que je prends le chariot élévateur qui est là ». Non, c'est pas possible. On doit s'assurer de l'adéquation entre le poids de la poutre, sa dimension, sa longueur, à quelle hauteur je vais la lever, etc., etc. Et tout ça fait partie du formulaire de description d'utilisation détaillée qu'on va développer plus tard. Ok. Mais du coup, on parlait de matériel de manutention, mais alors du coup, sur quel matériel? Alors, Parce la que liste des ouais, matériels, là, le matériel, c'est un peu vague peut-être, non? oui, Ou c'est trop vrai. précis? Ou est-ce que c'est juste les chariots élévateurs ou est-ce qu'on a d'autres éléments de levage? Alors, c'est pas que les chariots élévateurs, c'est pas que les matériels de manutention, c'est tous les appareils de levage. Alors, je reviens sur cette notion essentielle d'appareil de levage au centre du Code du travail. Appareil de levage, vous en avez une liste qui est longue comme le bras, que vous trouverez d'ailleurs en annexe de l'arrêté du 1er mars 2004, qui est disponible sur le site Légifrance, évidemment, ou sur mon site internet, examendadéquation.com. Mais, ouais, évidemment, il y a une liste de matériel qui est considérable. Néanmoins, point très important, cette liste, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un matériel qui peut être considéré comme un appareil de manutention, ou plutôt comme un appareil de levage, mué par différentes forces ou qui va faire un levage, bah, l'examen d'adéquation s'applique parce que vous allez réaliser une tâche de levage ou de manutention, et donc il est de bon ton de faire son examen d'adéquation. Votre appareil ne sera pas forcément dans la liste, elle est non exhaustive, la liste. C'est à vous, par l'analyse de risque, l'analyse du matériel, de la tâche à accomplir, que vous allez voir si tel ou tel matériel doit faire l'objet d'un examen d'adéquation. Peut-être un mot quand même sur ce qu'on appelle levage. Il y a une question de hauteur, parce que là, on parle levage, ça veut dire 20 cm, 1 mètre, 3 mètres. Alors là, je vais me référer au texte. Effectivement, Ouais. on parle de levage au-delà d'un mètre, voilà. Mais Ok. on pourrait avoir des matériels qui lèvent à moins d'un mètre, qui ont des charges un peu particulières et qui puissent être. Et typiquement, on est dans ce genre de matériel un peu, parfois même de fabrication maison, validé évidemment par les organismes agréés, mais on peut avoir effectivement des différents matériels. Après, les appareils de lavage, vous verrez, la liste est tellement large qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est assez rare finalement que les matériels soient hors liste, mais ça peut arriver. Ok, donc on a une règle, on sait ce qu'on doit faire, on sait qu'on a à manutentionner quelque chose. Donc maintenant, on a vu qu'il faut faire cet examen d'adéquation. Donc finalement, qui le fait? C'est l'organisme de contrôle? Ah, l'organisme de contrôle. Non, pas forcément. Alors, l'organisme de contrôle, en général, on peut faire un petit aparté là-dessus, François, mais Oui. l'organisme de contrôle, en général, dans les entreprises, il va faire ce qu'on appelle les VGP, les visites générales périodiques, les visites de mise en service, les visites de remise en service. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, on pourra répondre aux questions après, clairement, mais les visites de mise en service et de remise en service, ça nécessite d'avoir des charges d'essai avec des coefficients d'essai qui peuvent être, selon les matériels, de 1,30, 1,50. Sur les VGP, et là c'est intéressant parce qu'on va avoir un rapport d'un organisme officiel qui va tout synthétiser et qui va être fait. Maintenant, c'est comme les VGP, ce qu'on appelle les VGP, c'est les visites générales périodiques. Donc, en En gros, clair, c'est le contrôle technique, quoi. C'est le contrôle c'est technique de ça, l'appareil. c'est Ok. ça, François. En général, les matériels de manutention, ils doivent être contrôlés tous les 6 mois. Néanmoins, attention, parce qu'un petit aparté quand même, parce que beaucoup de gens pensent que c'est 6 mois, c'est 6 mois. Non. Le Code du travail dit que c'est aussi en fonction de l'utilisation. Si le matériel est très fortement utilisé, vous pouvez très bien dire, ou l'inspecteur du travail ou le contrôleur de CARSAT peut très bien vous préconiser de le faire tous les 3 mois, parce que vous avez un très fort engagement sur la machine. Donc, la VGP, c'est le contrôle du bon état de fonctionnement de la machine, du bon état de conservation de la machine. Donc, pour revenir à notre examen d'adéquation, Et nous, d'ailleurs, c'est on avait un différent. petit slide, je fais une petite aparté, il y a un petit slide quand même qui devait normalement apparaître sur le sujet. Voilà, merci beaucoup, Guéline. En plus, Gavin, il nous a mis un chariot à portée variable, on y reviendra tout à l'heure, c'est un Ok, véritable sujet. Pour l'examen ok. d'adéquation. L'examen d'adéquation,
d'abord, ce qui est dit dans les textes, c'est que l'examen d'adéquation doit être réalisé autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire que je vais prendre l'usage d'un char élévateur qui est dans une entreprise. Il est dédié à l'entrepôt numéro A. Il va être dédié à aller poser des palettes à 6 mètres. Il va être dédié à telle ou telle tâche. Pour tel ou tel client, par exemple, dans les grands entrepôts de distribution, des fois, on a 6 000 mètres carrés pour Carrefour, on a 6 000 mètres carrés pour un autre client, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que les charges sont complètement différentes. Et donc, l'examen d'adéquation, il va dire, il faut que je détermine si mon matériel qui va être adapté, quel matériel va être adapté pour faire les tâches que j'ai prévues dans l'entrepôt, par exemple de un tel, dans cette cellule-là de stockage. Mais ça peut être dans un atelier de production, etc. Et si ce matériel, je le prends, je le change d'atelier, il faudra que je refasse l'examen d'adéquation. Ou, si je vais prendre l'exemple d'un logisticien, parce que les logisticiens, souvent, c'est intéressant parce qu'ils changent souvent ils changent de client où ils ont des charges un peu particulières selon la saisonnalité. Et ben, il va falloir faire l'examen d'adéquation en fonction du besoin. Donc, c'est vraiment le fait de dire l'examen d'adéquation va me permettre de savoir quelles charges j'utilise, comment je les utilise, dans quelle situation. Et là, pour répondre à qui doit le faire, on a la chance, on n'a pas une obligation d'avoir un organisme extérieur, mais on peut très bien avoir, et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant, c'est d'avoir une personne compétente dans l'entreprise qui va être formée pour avoir la capacité, la formation pour faire cet examen d'adéquation. Pour rappel, on parlait des VGP, il n'y a pas d'obligation d'avoir un organisme agréé pour faire les VGP. On peut très bien avoir un salarié formé dans l'entreprise aussi pour faire les VGP. Il y a des gens qui préfèrent cette solution-là. Oui, puis effectivement, ça paraît évident quand même. Enfin, à vous entendre, Gilles, je me dis quand même qu'effectivement, quelqu'un qui doit faire des tâches régulières et avec des manutentions différentes, mais enfin régulièrement, c'est quand même plus facile d'avoir certainement quelqu'un sous la main dans l'entreprise plutôt que d'avoir à appeler quelqu'un de l'extérieur à chaque fois, où sans ça, on risque de passer à côté. Oui, François. Et puis, on va prendre un autre exemple flagrant et évident. Et j'ai encore eu une mission cette semaine à ce sujet-là. L'utilisation des matériels sur chantier. Parce que moi, je fais de l'industrie, mais je fais aussi des matériels, on va dire, plus industriels pour les gens qui connaissent les R482F, les chariots télescopiques, comme on a à l'écran à portée variable. Eh bien, sur ce type de matériel, très souvent, vous louez un matériel. On va demander, par exemple, un chariot de 3 tonnes. J'ai besoin d'un chariot de 3 tonnes pour lever à 6 mètres. OK. Le loueur, il va vous livrer un chariot. Des fois, c'est même pas un 3 tonnes, ça va être un 2 tonnes 8. Donc, j'ai vu des accidents comme ça à 200 kilos près. Le gars, il lève une poutre à telle hauteur et puis la poutre, elle tombe parce que le chariot n'était pas ce qu'on lui avait demandé. Parce que personne n'a vérifié au départ à la livraison que c'est pas un 3 tonnes, mais c'est un 2 tonnes 8 et que ma poutre, je vais la lever à telle hauteur et que j'ai besoin de telle capacité. L'examen d'adéquation, alors en mode chantier, il est plus que jamais obligatoire. Et là, s'il y a bien un endroit où on a vraiment besoin de l'examen d'adéquation, c'est tout à fait là. Parce que dès qu'on a des opérations extérieures, mais aussi une machine qui arrive dans une usine, etc., on va le faire avec un chariot élévateur qu'on a dans l'usine ou pour savoir ce qu'on va avoir besoin comme matériel. Donc, dès qu'on est en chantier extérieur, l'examen d'adéquation, c'est la base de tout. Et là, c'est intéressant de former aller au-delà de la formation, parce que on pourrait en parler longuement, il y a les CACES, mais le conducteur du chariot sur le site, il faut le former à l'examen d'adéquation. Le chef de chantier, il faut qu'il soit formé à l'examen d'adéquation. Comme ça, c'est une véritable conscientisation du risque. Quand ils ont fait ça, ils savent qu'ils vont avoir la bonne machine pour la bonne tâche. Oui, c'est de toute manière, on est dans la prévention, on est typiquement dans de la prévention. Oui, derrière l'obligation légale, il y a quand même cette notion de prévention. Il y a une profession en France où l'examen d'adéquation est devenu systématique et ils en ont tiré énormément de bénéfices. C'est là où il y a le levage. L'Union française du levage, d'ailleurs, préconise, a d'ailleurs un formulaire d'examen d'adéquation. Et après, tous les grands levageurs, ça ne leur viendrait jamais à l'idée d'aller lever une pale d'éolienne ou de lever une charge à tel ou tel endroit sans avoir fait leur examen d'adéquation avant. Alors, tout de suite, on va faire une chose. On vous a préparé à tous là un petit sondage. Donc, Kevin, si tu pouvais nous envoyer ce petit sondage. Donc voilà, l'examen d'adéquation, en aviez-vous connaissance? Oui, non. Voilà. Une base intéressante.
quand même pour savoir si effectivement on est bien dans le sujet, que tout le monde n'est pas forcément au courant. Et bien, il y a quand même une grande partie, quand même, il y a 43% de oui, hein, quand même, donc c'est majoritaire. Par contre, on est quand même sur 25% de non, ce qui rejoint un peu le propos de Gilles, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ok, on va s'arrêter peut-être là, parce que pour ne pas faire trop long sur cette… Alors, entre savoir qu'il existe, c'est bien. Entre le réaliser, c'est autre chose. Parce que voilà. Bon, il y a justement ce no man's land là, entre les deux. Alors justement, Gilles, pour pouvoir avancer, je dirais justement sur ces questions de prévention, vous proposez quoi? Alors, je pense que comme tout, pour devenir une personne compétente, bah, le b.a.-ba, c'est d'être formé, c'est d'avoir une formation. Donc moi, au départ, pour tout vous dire, pour raconter un peu l'historique, au départ, j'avais mis au point un formulaire d'examen d'adéquation, et puis j'en ai vendu 2 ou 3 comme ça, et puis je me suis aperçu que c'était complètement galvaudé, parce que finalement, les gens, ils avaient acheté le truc et ils le faisaient à la volée, et ça servait à rien, parce qu'ils ne savaient pas comment le faire. Donc aujourd'hui, j'ai développé un module de formation sur une journée qui permet effectivement, à l'issue de cette journée, de savoir comment on va faire un examen d'adéquation, d'avoir le formulaire en version Excel pour pouvoir le dupliquer autant qu'on veut derrière. Et puis, vous allez avoir cette base qui va vous permettre d'avoir un QCM, qui va vous permettre aussi de poser les bonnes questions, d'avoir des réponses, d'avoir des rubriques d'aide, parler des capacités nominales, résiduelles, d'un tas de choses sur la machine, mais aussi de l'environnement de la machine, parce que l'examen d'adéquation, il ne parle pas que de la machine, il parle de l'environnement. Je vais exagérer le trait, mais si vous roulez dans du sable ou dans la boue ou sur un sol en béton, ce n'est pas du tout les mêmes applications de chariot qu'il va vous falloir. Si en plus, là, il faut que vous leviez à telle ou telle hauteur, voilà. Et tout ça, on pose les questions, on va aller collecter les informations, il y a une partie de collecte de l'information. Une fois qu'on a collecté les informations, on va remplir ce formulaire et on va pouvoir faire notre examen d'adéquation vraiment très simplement. Donc, c'est vraiment ce qu'on a développé. Vous avez un support d'examen d'adéquation. Ce qui est vraiment sur le fond aussi, ce qui est important, c'est que ça vous permet d'avoir un moyen de contrôle aussi sur vos engins. Parce qu'on parlait des VGP, mais très souvent, le chariot, on sait qu'il y a la VGP tous les 6 mois. Ok, on connaît que la VGP. D'ailleurs, il y a souvent des gens, souvent on voit des VGP qui sont rangés dans le placard sans même avoir été lus, mais ça, c'est un autre sujet. On pourra faire un webinaire sur le sujet si tu veux, François. Et puis, c'est un moyen de contrôle de vos matériels, car il doit être réalisé autant de fois que le matériel changera d'activité. Puis ça permet, alors il y a quand même quelque chose qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez fait vos examens d'adéquation, c'est le top du top pour remplir votre DUR. Parce que votre document unique d'évaluation des risques, là, vous avez fait vos examens d'adéquation, vous êtes allé sur le terrain, vous avez discuté avec les gens, vous avez pris la mesure des risques, des besoins, de la nécessité. Et donc, derrière, vous allez pouvoir aussi formaliser votre PAPRI Act. Votre PAPRI Act, c'est important, qui va maintenant, à la suite du DUR, prévoir qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit changer le matériel, est-ce qu'on doit garder celui qu'on a, etc. Voilà. On a mis au point cette formation qui se veut volontairement sur une journée assez short, de manière à ce qu'on ne prenne pas trop de temps aux gens. Et puis le matin, on fait toute une formation qui est souvent assez théorique et l'après-midi. Alors, on fait 3 types de formations. On a une formation en ligne, où le matin, formation en ligne. On laisse quelques temps aux gens pour aller collecter les informations, etc. Et ils reviennent ensuite dans la salle de visio pour être corrigés et puis remplir les formulaires. Donc, on peut même le faire en ligne, ça évite de se déplacer, etc. Après, on a une formule en intra. Évidemment, on peut aller dans les entreprises pour former les gens dans les entreprises. Et la 3e formule qu'on va développer, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus, c'est la formule interentreprise en région. Et là, on a prévu déjà une formation sur les grandes villes de France en interentreprise avec à chaque fois une dizaine de participants, voire 12 maximum. Ce qui permet d'aller au-devant des entreprises et de limiter les frais de déplacement pour les entreprises. Et voilà. Donc, intra, interentreprise, en ligne, on a vraiment les formules qui permettent de s'adapter à tous les besoins. Alors, tout de suite, déjà, Gavin, si tu pouvais nous mettre aussi Gilles à l'écran, parce que ce serait quand même pas mal qu'on le voit quand même un peu, Gilles. Voilà, quand même, qu'on voit un peu notre interlocuteur quand même. Mais à ce stade, ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est qu'on pourrait se dire, bah oui, encore une obligation réglementaire, etc.
Et moi, j'aimerais bien avoir aussi le point de vue de l'expert judiciaire. Parce que vous êtes expert judiciaire, Gilles, et je dirais donc dans la vraie vie, après un accident, il se passe quoi? Parce que c'est là que vous intervenez en tant qu'expert judiciaire. Alors, oui, ça m'arrive effectivement de par cette fonction, parce que expert judiciaire, c'est pas un métier. Hein, on est reconnu pour une expertise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met notre expertise à disposition de la justice. Il faut savoir, quand on est réquisitionné sur une affaire, en général, on est réquisitionné sur une affaire d'accident grave ou mortel. Et effectivement, comment ça se passe? Finalement, ça se passe, alors je vous passe les détails administratifs, mais la grande question du procureur de la République et la réquisition, la première ligne de toutes les réquisitions en haut, c'est toujours la même. C'est est-ce que l'entreprise répond à ses obligations réglementaires? Donc nous, en tant qu'experts judiciaires, on va intervenir. Alors moi, j'interviens beaucoup au pénal. C'est la différence entre le judiciaire et le pénal, il faut quand même le comprendre. Expert au pénal, c'est qu'on intervient pendant l'enquête de flagrance. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'officier de police judiciaire, les inspecteurs du travail, les inspecteurs des CARSAT, des CRAMIF, etc. sur le terrain pour les aider, mais aussi pour faire, nous, dans la foulée, un rapport au procureur de la République qui va répondre aux questions qu'a posées la réquisition, rédigée en général par un OPJ. Et je répète, la première question qui est systématique, c'est est-ce que l'entreprise a répondu à ses obligations réglementaires? Et là, évidemment, si vous n'avez pas fait votre examen d'adéquation, ça va faire partie des choses où l'expert dira non, l'entreprise n'avait pas fait ses examens d'adéquation, elle avait bien fait ses VGP, on n'a pas eu connaissance des visites de mise en service malgré que la grue venait d'être montée sur le chantier. Je prends des exemples comme ça qui viennent à l'idée. Mais en clair, il y a une véritable obligation de répondre à ça. Et en clair, ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est que quand l'entreprise répond à toutes ses obligations réglementaires, l'entreprise, elle est présumée vertueuse déjà. Donc, le procureur la voit déjà avec un œil bienveillant, on va dire. Et là, on peut dire, oui, c'est un accident de travail. Comme souvent les accidents, ça n'aurait jamais dû arriver, etc. Et donc, il va avoir une vision différente de son dossier. Il va faire ses choix avec cette vision de dire, j'ai une entreprise en face de moi qui respecte ses obligations réglementaires. Dans le cas contraire, si elle ne respecte pas ses obligations réglementaires, le procureur, en général, ça l'énerve un petit peu. Et il se dit, de toute façon, voilà, c'est une entreprise qui ne faisait pas ci, qui ne faisait pas ça. Et là, évidemment, il va avoir un raisonnement parfaitement logique. Il va dire, non, c'est une entreprise qui ne respecte pas les règles. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment très, très large. Et là, évidemment, il va avoir envie de confier tout de suite le dossier à un juge d'instruction. Voilà. Donc ça, c'est parce que finalement, ça prend deux chemins. Soit vous êtes dans les règles, soit l'entreprise a respecté ses obligations réglementaires et à la limite, le dossier va suivre un schéma administratif, mais sans grand risque pour l'entreprise. Par contre, sans ça, c'est une autre enquête qui démarre. Absolument, c'est vraiment différent parce que on a des cas vraiment très, très différents. Mais dès que l'entreprise est vertueuse, d'un point de vue réglementaire, clairement, ça calme les choses. Voilà. Donc, et effectivement, quand on a des gens qui font n'importe quoi, ils sont traités comme des gens qui font n'importe quoi et c'est tout à fait normal. Okay. Comme ça, dont acte. Voilà. Mais même nous, en tant qu'experts, parce que en tant qu'expert judiciaire, quand on arrive déjà et qu'on demande, parce que moi j'ai une petite liste à l'après-vert, comme tous les experts, j'ai ma liste, je demande les pièces, soit on est capable de me les donner tout de suite, soit on commence à me dire oui, mais alors on va vous les donner. Non, ça c'est pas possible. Les pièces, on doit les avoir tout de suite. C'est comme le manuel d'instruction de la machine, etc. Il doit être sur la machine. Parce que comment voulez-vous que le cariste ou le conducteur de telle ou telle machine, il puisse regarder le manuel d'instruction si déjà il n'est pas sur la machine? Enfin, bon, c'est un vaste sujet, on pourrait faire un webinaire rien que pour ça. J'aurais tendance à dire aussi quand même, oui, mais d'un autre côté, j'avais une opération de levage, j'ai fait appel à un loueur pour me fournir, etc. Est-ce que quelque part, je ne peux pas me dédouaner en me disant c'est le loueur qui était propriétaire de la machine qui n'a pas fait ce qu'il fallait? Surtout pas. Alors là, non. Vous avez. Et là, une fois de plus, examen d'adéquation. J'ai une poutre de 5 tonnes à lever qui fait
10 mètres de long, je l'ai déjà vu. Hein, voilà. J'ai une poutre de 5 tonnes qui fait 10 mètres de long qu'il faut que je lève à 7 mètres. Je dois dire à mon loueur, j'ai besoin de lever une poutre de X mètres, de tel poids, à telle hauteur. Qu'est-ce que vous me préconisez, monsieur le loueur, comme matériel? Je ne l'appelle pas en disant, ah, il me faut un chariot 4 tonnes pour lever à 7 mètres. Non. Il y a aussi tout ça. L'examen d'adéquation va permettre de préparer la tâche, va permettre de dire au loueur, je veux ça. Et là, si le loueur, il ouvre une matériel qui n'est pas conforme, là, c'est un autre sujet. On est sur un autre dossier. Donc, et puis, quand le matériel va arriver, le chef de chantier ou le cariste, il va avoir son examen d'adéquation. Il va pouvoir facilement vérifier que sur la vague de charge, Gavin nous faisait voir tout à l'heure un chariot élévateur à mât télescopique, à portée variable. Un chariot élévateur, quand il est à portée variable, quand il sort son mât de 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres devant lui, il n'a plus la même capacité. Donc, ça va permettre de conscientiser les risques pour tous les intervenants de cette opération. Donc, d'où, une fois de plus, tout l'intérêt de l'examen d'adéquation. Mais peut-être quand même aussi, c'est pareil, Gilles, est-ce que c'est pas aussi un peu compliqué à mettre tout ça en œuvre pour quelqu'un qui ne l'a pas fait? Complexité de mise en œuvre? C'est juste. C'est-à-dire, en gros, je me mets à la place d'un HSE qui se dit, mais c'est vrai que cette obligation, on l'a oubliée. Mais encore un truc qui va être une galère à mettre en œuvre. Ben, je pense que si le HSE il est formé, il va se comprendre très rapidement que c'est assez simple à faire, qu'il va pouvoir le développer et former aussi ses équipes en interne. Il va pouvoir aussi former ses équipes, former les chefs de secteur, etc. Permettre cette démarche de conscientisation du risque par l'analyse du risque et par l'examen d'adéquation. Et franchement, ce n'est pas compliqué à faire, quoi. Une fois que vous avez fait le premier, qu'on vous a expliqué comment ça marche, que vous avez le formulaire qui va bien. Bon, évidemment, si vous commencez à vouloir tout faire vous-même, ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Moi, le formulaire, j'ai mis longtemps à le faire. C'est le résultat d'une expérience, etc. Mais oui, si vous voulez le faire vous-même, ça va être compliqué. Si vous venez que vous êtes formé, très rapidement, vous aurez les bases pour pouvoir le faire. Okay. Une fois formé, c'est assez simple à réaliser, hein, suivant la trame du descriptif. Effectivement, alors oui, c'est utile aussi, par exemple, pour un acheteur et à tous les niveaux. Vous parlez d'HSE, François, mais c'est vrai qu'un acheteur va être super intéressé quand il va avoir le cahier des charges. Parce que lui, il aura un cahier des charges technique avec l'examen d'adéquation. Ça, c'est un point aussi très intéressant. Ok. Et le CACES dans l'histoire, est-ce que ça se permet de se dédouaner un peu? Ah non, rien du tout. Rien à voir. Non. Alors d'abord, je rappellerai que le CACES, il faut bien prendre ces 5 lettres ensemble. C'est un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. C'est nullement un permis de cariste, ce n'est pas un processus de formation, c'est un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Donc, il y a des organismes agréés pour faire les CACES, etc. Après, vous n'êtes pas obligé de passer un CACES, de faire passer un CACES à vos collaborateurs. Ce qui est bien, c'est que normalement, dans le CACES, et je pense qu'au niveau des organismes de formation, on ne parle peut-être pas assez justement de cet examen d'adéquation. Mais dans le CACES, on parle des centres de gravité, des capacités, des normes de sécurité, etc. La formation, entre guillemets, formation, le suivi des CACES, clairement, il est bien fait. Maintenant, l'examen d'adéquation, c'est une obligation réglementaire. Le CACES n'en est pas une, même si aujourd'hui, c'est devenu la règle. La recommandation, par exemple, 489, et puis toutes les autres, 482F pour les chariots de chantier, etc., tout ça, ça fait partie des bases de travail de n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, c'est le fondement de la formation. Oui, maintenant, le CACES, c'est le permis de conduire. Ouais, non, ce n'est pas le permis de conduire. Ah, François. Ah bon, c'est tout faux. Parce que, François, en plus, le CACES permet à l'entreprise et au chef d'entreprise de délivrer ce qu'on appelle une autorisation de conduite. Ça, par contre, c'est obligatoire et c'est dans la loi. Donc, l'idéal, c'est de former. Et l'idéal, et c'est obligatoire, le Code du travail prévoit que les collaborateurs doivent être formés. Ça, c'est une obligation légale. Et une fois qu'ils sont formés, vous pouvez leur délivrer une autorisation de conduite. Et avant de délivrer l'autorisation de conduite, il ne faut pas oublier une petite chose, une petite aparté, il faut faire contrôler que le collaborateur est capable de conduire les machines par la médecine du travail. Voilà. Donc, autorisation de conduite et formation, ça va de pair. Peut-être un mot avant qu'on passe aux questions-réponses, peut-être, enfin, les questions-réponses. La liste des documents qui sont à fournir pour cet examen d'adéquation. Alors, elle est relativement simple, hein, parce que d'abord, on va aller chercher les éléments sur le terrain. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va aller lire la plaque de capacité du chariot élévateur, par exemple. Voilà. On va vérifier le numéro de série, on va regarder le type, on va regarder son année,
On va regarder un certain nombre de choses qui vont nous permettre de mesurer quel est ce matériel, à quoi il sert, ce qu'on peut faire avec, etc. Donc, il n'y a pas que des éléments, on ne prend pas la VGP et on ne recopie pas les éléments qu'on a trouvés dans la VGP. C'est autre chose. L'examen d'adéquation, ça se fait sur le terrain, ça se fait en collaboration avec les différents services de l'entreprise. Okay. Par exemple, quelle est la charge ? Mais en termes de documents, ça veut dire j'ai le VGP, il me faut, enfin pour ma conformité, il faut mon VGP, mon examen d'adéquation, le CACES pour le conducteur. Ouais. Alors la liste à la prévère de l'expert judiciaire, effectivement, il y a le VGP, il y a l'examen d'adéquation, il y a le CACES du cariste. On va aller regarder le document unique d'évaluation des risques. On va aller voir, on va aller jusqu'à demander le PAPRI Act. On va voir si ce qui est noté dans le PAPRI Act, il y a eu des choses de réalisées. C'est quoi ce PAPRI Act ? Alors, le PAPRI Act, écoute, c'est tout simplement ce qui va derrière le DUER. D'accord, bon, pardon. Les HSE, ils connaissent ça par cœur. Attends, je vais te le dire exactement. C'est le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. D'accord, celui-là, je le connaissais, mais dans sa formation entière. Voilà. Depuis quelques années, on parle de document unique d'évaluation des risques, mais c'est vrai que quand on évalue un risque, imagine, on voit un quai de chargement qui commence à être un peu branque-ballant, etc. Dans le DUR, on met attention, on vérifie, le quai là, il faut faire attention à tel endroit. Et ben, le PAPRI Act, il va dire, une des actions à mener dans le futur pour améliorer les conditions de travail et la sécurité, c'est effectivement de changer ce quai. Voilà. Donc, l'analyse et puis les actes dans le PAPRI Act. OK. Eh ben, je pense qu'avec ça, on a fait quand même un bon point ensemble. Enfin, en tout cas, je l'ai compris. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Gilles, pour cette présentation. De rien, et tout de suite, il faudrait qu'on file un petit merci à Virginie pour avoir renoté quand même le PAPRI Pacte. Voilà, comme ça, pour le néophyte que je suis. Merci à Gilles également. Bon, avec une petite notation a priori, c'est que ce n'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 300 salariés. Inforisque n'a pas encore 300 salariés, donc c'est pour ça que je suis peut-être moins concerné par le sujet. Alors, tout de suite, allons-y avec les questions. Alors, une question de Gilles. Est-ce que les accessoires de levage, sangles, élingles, etc. sont inclus ? Alors, c'est des accessoires. Si c'est des accessoires de levage qui ne sont pas attachés à la machine et qui ne sont pas utilisés par la machine, non, ils ne sont pas inclus. Et là, il faut se référer à la rubrique accessoires de levage. D'ailleurs, il y a des documents à l'INRS sur le sujet, sur tout ce qui est élingage, etc. Non, Ils ne font pas partie. Parce que de toute façon, je rappelle, alors on va faire un tout petit aparté, c'est que les sangles de levage, les élingues de levage, etc., c'est pas fait pour un chariot élévateur. Hein. Voilà. Un matériel quand on parlait beaucoup du matériel de manutention depuis le début de la réunion, un matériel de manutention, on ne met pas une sangle ou une élingue autour des fourches pour lever quelque chose. OK. Donc, comme ça, c'est dit. Alors, beaucoup de questions. Alors, de Candice, quels sont les prérequis pour participer à cette formation ? Quelle formation que vous diffusez, c'est quoi le prérequis ? Très simple. Savoir lire, parler, écrire. Voilà. Français, c'est tout. Okay. Après, on vous expliquera. J'ai dit que ce n'était pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. C'est simplement être capable d'aller chercher les informations sur une machine, de les vérifier. Alors après, si c'est quelqu'un qui a des notions qui par exemple a passé son CACES, ce sera beaucoup plus facile, ce sera facilitant. Si c'est évidemment un HSE, ce sera encore plus facilitant. Quoiqu'il y a des fois des HSE qui, en termes de CACES, ne sont pas forcément spécialistes. Hein. Mais non, c'est vraiment… Il n'y a pas un prérequis particulier. Non, il n'y a pas de prérequis particulier. Alors, tout de suite, une question de Xavier. Un appareil de levage de personnes type nacelle doit-il avoir un examen d'adéquation ? Écoutez, si c'est un appareil type levage, à ma connaissance, il n'est pas soumis à l'examen d'adéquation. C'est un autre appareil de levage, c'est un appareil de levage de personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle une PEMP, une plateforme élévatrice mobile de personnel, PEMP. Et là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. On va quand même vérifier dans les annexes de l'arrêté du 1er mars 2004, mais à ma connaissance, les PEMP ne sont pas sujettes à l'examen d'adéquation. Par contre, ils sont sujettes avant mise en service à l'analyse de risque. Quelle est la qualité du sol, à quelle hauteur je vais lever, etc. Parce qu'il y a tellement de modèles de PEMP. D'ailleurs, il y a différents CACES en fonction de tel ou tel PEMP.
pour être capable de conduire ces machines. Ok. Alors, tout de suite, une question de Sophie. Si j'ai un chariot que je loue, est-ce à moi de faire l'examen? Je crois qu'on a répondu à la question tout à Oui, l'heure. oui, Sophie, clairement, c'est En deux mots. l'utilisateur. Hein. C'est l'utilisateur qui doit faire l'examen. Ok. Allez, tout de suite, Corinne, bonjour. Est-ce qu'un cric de levage de véhicule doit subir un examen d'adéquation? Je pense que c'est une blague. Non, Ah, mais un cric. Alors oui, peut-être pas un ah, cric, oui, parce que moi je le vois le cric en tant que petit mécanicien où je change ma roue, mais effectivement on lève peut-être plus que. Il y a peut-être des crics qui lèvent plus haut. non, il y a des crics effectivement qui lèvent plus haut, mais pour moi, c'est pas considérable. Je n'ai pas connaissance que ce soit dans l'annexe des appareils de levage. Non, pour moi, c'est juste un outillage et il n'y a pas besoin de. euh, pour moi, un cric le levage de véhicule, non, il n'y a pas besoin. Sauf peut-être si c'est un cric comme il y a dans un cric de levage, plutôt une colonne de levage. Hein. Par exemple, dans les ateliers poids lourds, on a des colonnes de levage. On met une colonne à chaque roue du camion parce qu'il faut lever 20 ou 30 tonnes et on lève en simultané les matériels. Et là, à mon avis, par contre, oui, là, on est dans l'examen d'adéquation. Et alors, toutes mes excuses à Corinne pour ma blague tout à fait idiote et de mon incompétence totale dans le matériel de levage de véhicules. Alors, tout de suite, Gavin, alors, quid des tables élévatrices? Merci Voilà, Pascal. pareil, hein, c'est de l'outillage, c'est pas des appareils de levage. Voilà. Ok. Alors, tout de suite, Pascaline, à nouveau, quel type d'écrit faut-il avoir, la checklist remplie pour chaque situation? Je pense qu'on l'a évoqué ça tout à l'heure. Ouais, alors c'est Non, quand même intéressant de parler du mot, je ne sais pas si je l'ai prononcé, de formalisation, parce que on a d'ailleurs une note du ministère du Travail qui est sortie il y a quelques jours qui dit que dès qu'il y a un accident, par exemple, il faut une formalisation, mais on est aussi dans la formalisation des écrits d'adéquation, des examens d'adéquation. Oui, il faut avoir un examen d'adéquation écrit et donc le descriptif d'utilisation détaillée que vous aurez à la fin de la formation. Eh bien, effectivement, il vous servira à formaliser par écrit votre examen d'adéquation. Ok. Alors, Julien, en tant que donneur d'ordre, l'examen d'adéquation est de la responsabilité du prestataire à partir du moment où nous avons transmis l'ensemble des informations. Est-ce que. Alors, ce n'est pas le donneur d'ordre qui lève, c'est le prestataire. Alors, c'est le prestataire qui doit faire son examen d'adéquation. Ok. Et à En ce tout moment-là, cas, le donneur d'ordre de vérifier qu'il a bien fait. alors ça, normalement, on doit retrouver ces éléments-là dans ce qu'on appelle les PSP, les PSP, PSC, je ne sais plus, PSC, PS, en chantier, où tout le monde se met autour de la table et discute et prend en compte, fait une analyse de risque des besoins. Et effectivement, ça n'empêche pas que derrière, le prestataire qui va venir avec le matériel ou qui va louer le matériel, c'est à lui de réaliser l'examen d'adéquation. Ok. Ou si c'est du levage par grue, un examen d'adéquation sur la base d'un formulaire levage qui est différent parce que c'est une grue et que en général on utilise par exemple le formulaire qui est distribué par l'Union française du levage. Ok. Alors, Jean-Charles, alors, C'est intéressant. Ouais. avant l'achat d'un lot d'engins de levage identiques, pouvons-nous bien dupliquer un examen d'adéquation réalisé si nous avons le même engin utilisé, les mêmes charges levées sur le même site? Oui, alors j'ai par exemple des clients qui ont 10 chariots élévateurs, 3 roues électriques qui lèvent à 4,50 m, tablier à déplacement latéral, fourche de 1100, dans le même entrepôt, qui réalisent les mêmes charges, qui utilisent les mêmes quais, etc. Oui, effectivement, on peut faire l'examen d'adéquation, un examen d'adéquation pour les 10 machines. C'est complètement cohérent. À partir du moment où on s'assure effectivement que, on est bien d'accord, le même engin, les mêmes tâches, le même entrepôt, le même sol, les mêmes quais, la même salle de charge, etc. Là, il n'y a pas de problème. On a fait l'examen d'adéquation pour un matériel qu'on peut dupliquer sur les autres. Ok. Alors, Sylvain, est-ce qu'un appareil revenant de maintenance doit passer par un examen d'adéquation? Ça, c'est un autre sujet. Le Code du travail et notamment l'arrêté du 1er mars 2004 détaille les opérations de maintenance qui vont nécessiter non pas un examen d'adéquation, mais une visite de remise en service. Si par exemple vous avez démonté le mât d'un chariot élévateur, quand le mât va être remonté, le prestataire doit réaliser une visite de remise en service pour s'assurer que le matériel est bien conforme à son certificat initial, à son utilisation initiale.
Mais l'examen d'adéquation au retour, s'il retourne dans l'atelier où il était auparavant, s'il reprend les mêmes tâches qu'il avait avant, bah, l'examen d'adéquation initial n'aura pas besoin d'être fait. OK. Alors ensuite, de Tony, l'examen d'adéquation doit recenser des documents, CE, notices et quoi d'autre? Ça, on l'a, oui, on l'a déjà Alors là, dans le formulaire, évoqué, réévoqué. Oui, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, et puis le temps passe vite. un Pardon, truc tout Tony. bête, juste une petite chose, par exemple, Oui, bien sûr. la plaque accessoire. La plaque accessoire, est-ce qu'il y a une plaque accessoire ou pas? Voilà, c'est un des sujets phares. Voilà. OK. Alors ensuite, faut-il faire une déclaration d'utilisation avant l'examen d'adéquation? Bah, Alors la là, déclaration Xavier, d'utilisation moi, je détaillée, ne sais c'est le pas ce que support c'est de l'examen. déjà. D'accord, OK. Voilà, c'est lié. OK, donc, tout de suite, alors, est-ce que les servantes ou les tire-palettes sont des appareils de levage? Non, pas considéré. OK, voilà, merci Florian. Alors, ensuite, bonjour, peut-on considérer des remorques comme matériel de manutention? Cécile? Alors, au sens propre, oui, mais pas au sens de l'arrêté du 1er mars 2004. C'est-à-dire, parce que moi, je ne vois pas ce que c'est que je ne vois pas la notion de remorque dedans. On a parfois des remorques, François, qui s'accrochent derrière les chariot élévateurs ou autres, ou pour transporter à l'intérieur d'un entrepôt des charges d'un point à un autre. Parce que, par exemple, pour éviter de faire 10 allers-retours, on met 10 palettes sur la remorque et on tracte la remorque. Voilà. Il y a aussi ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Alors, Christophe, l'examen d'adéquation doit être réalisé par un opérateur compétent. Ça veut dire quoi concrètement? Un diplôme, une autocompétence, une autorisation de l'employeur? Alors, c'est l'employeur qui va dire, bah, écoute, Georges, tu vas aller faire une formation à l'examen d'adéquation et à l'issue de cette formation, donc il y a un certificat comme quoi on a formé cette personne-là à la réalisation de l'examen d'adéquation. Et il devient, de par ce fait, si nous, on a jugé effectivement qu'à la fin de la formation, il est tout à fait capable de le faire, il aura son certificat de formation et donc il deviendra une personne compétente. Au titre de la loi, ça parle. Hein. Personne compétente, ça existe dans la loi. Il deviendra personne compétente. Il aura été formé pour faire les examens d'adéquation dans l'entreprise. Oui, c'est pas parce que quelqu'un a 10 ans d'expérience sur quelque chose qu'il peut dire je suis compétent, simplement pour le réaliser de mes propres moyens, sans autre support et sans autre formation. Il faut vérifier ses compétences, par la formation notamment. OK, ça va, compris. Alors, Xavier, l'examen d'adéquation doit-il être absolument écrit? Oui. Oui, et formalisé. Et l'examen d'adéquation, il doit y avoir une copie sur le chariot élévateur, sur l'engin, de manière à ce que s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ou même tout simplement un contrôle de l'inspection du travail ou de la CARSAT ou de la CRAMIF ou autre, il passe, il voit que l'examen d'adéquation a été fait. Trop souvent, on n'a plus les papiers sur les machines. Ah oui, alors ça, c'est un sujet de fond. On fait du fleet management, on met tout dans le virtuel, dans le cloud. Non, les papiers, c'est sur la machine. Comme le manuel d'instruction de la machine, il doit être sur la machine. Le cariste, il a besoin de savoir si son chariot il a telle ou telle fonction, ou si le bouton ou le bouton un tel, il fait ça sur le chariot, il faut qu'il puisse lire le manuel utilisateur. Quand vous louez une voiture chez un loueur, vous avez toujours le manuel d'utilisation dans la boîte à gants. OK. Alors, Candice, dans le cadre d'un plan de prévention avec du matériel de levage fourni par une entreprise extérieure, doit-il fournir l'examen d'adéquation ou le plan de prévention fait office via l'analyse des risques? Ah non, le plan de prévention, ce n'est pas l'examen d'adéquation. Il doit y avoir le plan de prévention et l'examen d'adéquation à partir du moment où ils vont utiliser des matériels de levage, des appareils de levage. Voilà. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gilles, il faut formaliser le document et ce n'est pas un autre document qui doit se substituer à ce besoin. OK. Alors, ensuite, donc Christophe, peut-on avoir un formateur examen d'adéquation en interne? Quid des compétences requises? Ah oui, donc là, c'est encore un niveau au-dessus, c'est un formateur à l'examen. OK. Oui, mais à partir du moment où on peut quasiment dire que quelqu'un qui viendrait se former chez nous, et après, il aura les éléments pour former aussi en interne ses collègues. Et ce sera bien, une fois de plus, ce sera passer l'information, passer la formation, passer les compétences. Et donc, forcément, derrière, on est dans la prévention des risques. Parce que le fond de l'examen d'adéquation, c'est avant tout de faire de la prévention des risques.
Donc, c'est une bonne chose. On a quelqu'un qui sera une personne compétente après la formation chez nous et qui pourra diffuser l'information et la formation lui-même en interne. Ok. Alors, Romain, Après, juste sur la question précédente, il faut juste qu'ils prennent aussi la responsabilité que ce soit bien fait. Hein, parce que être formateur de formateurs, il faut quand même s'assurer que ce soit bien fait. Ok. Alors, sur chantier télécom, lors de l'implantation de multiples poteaux, il est nécessaire de faire un examen d'adéquation pour chaque poteau du fait du changement d'environnement ou un examen générique avec limite restrictive est suffisant. Alors, tel que je comprends la question, je dirais sur chantier télécom, ça peut être très long un chantier télécom. Et là, on est sur de la grue en général. Donc, la grue, c'est formulaire UFL, hein, Union française du levage. Et là, typiquement, ça veut dire des gens formés. En général, c'est des grues sur camion. Donc, ça veut dire formés via un KCSR 490. Et là, par exemple, on va parler de calage du camion, etc. Et là, c'est la bonne utilisation. Après, est-ce qu'il faut faire un examen d'adéquation générique? Pourquoi pas, mais avec quand même des limites d'utilisation et par exemple de restrictions d'utilisation selon les sols, etc. Parce que ce que j'imagine là-dedans, c'est qu'un mauvais calage pourrait avoir un renversement de la grue de levage, etc. Mais sujet à creuser, mais sujet intéressant. Alors, on prend vraiment une dernière question parce qu'après, je vais me faire tirer les oreilles, on va être en retard. Alors, une question de Tony à nouveau. Bonjour, il me semble que pour les appareils de levage type Dalmec, l'examen d'adéquation doit contenir une épreuve de mise en service de l'appareil de levage. Ouais. En est-il de même pour les accessoires de levage, outillage et lingues? Bon, le Dalmec, il faut savoir ce que c'est. Donc, c'est une potence qu'on va déplacer avec un chariot élévateur en fonction du besoin, ou une potence fixe d'ailleurs. Donc là, on parle de potence, on parle bien d'un appareil de levage, donc on parle bien d'une obligation d'examen d'adéquation. Et effectivement, c'est une épreuve de mise en service. Et il ne faut pas oublier non plus que dans le Code du travail, on a normalement une épreuve de vérification du montage. Je n'ai plus le terme exact en tête, mais on a un contrôle de la vérification du bon montage et de la bonne installation du matériel. Après, pour tout ce qui est outillage et lingue, etc., ça ne concerne plus l'appareil en lui-même, ça concerne tout ce qui est effectivement système d'élinguage, appareils, etc. Ok. Alors, je vais être obligé. Voilà. Ok, je vais être obligé de mettre fin à nos questions. Je suis désolé pour les questions qu'on n'aura pas traitées, mais voilà, on a pris un engagement aussi chez InfoRisque, c'est quand même de maintenir un horaire quand même. Donc, de toute manière, vous avez là les coordonnées de Gilles Vaquin qui apparaissent, que vous avez aussi les éléments sur son site internet. On le retrouvera de toute manière, vous retrouverez toutes les informations sur inforisque.fr, comme toujours. Et pour contacter, je pense que c'est le plus simple parce qu'il y a des questions qui sont venues quand même, qui étaient quand même assez pointues. Et je pense qu'effectivement, l'approximation n'est pas tout à fait de mise. Alors, encore une fois, merci à tous. Merci beaucoup, Gilles. Un mot pour conclure? Un mot. Faites vos examens d'adéquation pour faire de la prévention, c'est l'idéal. Ok, et ben voilà, on y est. Et ben en tout cas, encore un grand merci à vous tous d'avoir assisté à ce nouveau webinaire d'InfoRisque. Comme d'habitude, vous avez quand même sur InfoRisque toutes nos rubriques au niveau webinaire pour nous inscrire au prochain, parce qu'on a quand même encore d'autres experts qui vont venir derrière ce micro. Merci beaucoup, une bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt. Merci.